700 € la tonne. Ce chiffre peut-il signer la fin de l'agriculture européenne? Parce qu'en Estonie, c'est désormais la réalité. Il y a 2 ans, un agriculteur payait son engrais 350 ou 400 € la tonne. Aujourd'hui, il doit aligner 700 € pour le même sac. Ce n'est pas une statistique abstraite ou un chiffre de rapport ministériel, c'est le prix réel à payer pour avoir le droit de semer du blé au printemps. Et ce prix, tout simplement, il ne peut plus le payer. Parce qu'à ce niveau, faire pousser du blé coûte plus cher que de le vendre. À chaque hectare semé, c'est une perte garantie. Alors, certains agriculteurs tentent de bricoler. Ils réduisent la quantité d'engrais, ils en mettent la moitié de ce qu'il faudrait. D'autres, plus résignés, n'en mettent plus du tout, ou décident carrément de ne rien semer cette année. Pas par paresse, pas par manque de travail, mais parce que les comptes ne tiennent plus. Le résultat? Un risque réel de faillite en cascade. Ceux qui ont nourri leur pays toute leur vie pourraient perdre leur ferme, leur outil de travail, leur identité. Et tout ça, pas parce que la terre ne donne plus, ni parce qu'ils auraient mal fait leur métier, mais parce que, très loin des champs estoniens, des décisions politiques ont été prises, et la facture tombe aujourd'hui sur l'agriculteur. Le pire, c'est que cette crise n'a rien d'un accident local ou d'un simple mauvais moment à passer. L'Estonie, c'est la vitrine d'un phénomène qui frappe toute l'Europe. Partout, les coûts explosent, les marges fondent, et la pression monte. Les pouvoirs publics tentent de donner le change avec des aides financières. Bruxelles débloque quelques centaines de millions d'euros, mais sur le terrain, personne n'est dupe. Cet argent ne viendra peut-être même pas soutenir les semis ou les achats d'engrais. On parle d'en détourner une partie pour d'autres priorités, parfois militaires. Les agriculteurs, eux, manifestent non pas de joie, mais de peur. Ils ont compris que leur survie n'est plus une priorité. Et si rien ne change, qui nourrira l'Europe demain? Faillite, perte d'emploi, dépendance aux importations. Ce ne sont pas des mots en l'air, c'est moins de souveraineté, une alimentation plus chère et la fin d'un modèle agricole qui faisait jusqu'ici la force du continent. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi l'engrais, ce produit vital, est-il soudain devenu aussi précieux que l'or? Pour le comprendre, il faut remonter la chaîne des événements, couche après couche. Ce n'est pas une question locale, c'est une mécanique implacable, enclenchée loin des champs européens. Quand on regarde la crise des engrais en Estonie, il ne s'agit pas juste d'un simple problème du marché ou de conditions climatiques défavorables. Non, ce qui se joue là, c'est le symptôme d'un engrenage mondial. L'explosion des prix des engrais, par exemple, n'est pas un accident ni la conséquence d'une défaillance temporaire. C'est le résultat direct d'une série de blocages géopolitiques qui touchent toute la planète et qui frappent l'Europe de plein fouet. Regardez ce chiffre. Avant le début du dernier conflit au Moyen-Orient, le prix de la tonne de carbamide, un engrais azoté de base, oscillait entre 436 et 494 $. À peine un mois plus tard, il a bondi à 647 $, soit plus de 45% d'augmentation en quelques semaines. Et ce n'est pas un simple pic saisonnier. C'est précisément au moment où, partout dans le monde, les agriculteurs s'apprêtent au semis de printemps, période de demande maximale. Si la crise se prolonge, les analystes préviennent, les prix vont exploser, franchissant tous les records. Le marché mondial des engrais vient déjà d'entrer en situation de pénurie, ce n'est plus une anticipation, c'est un fait. Mais l'engrais, ce n'est pas juste de la chimie dans un sac. C'est avant tout du gaz. Les engrais azotés, comme l'urée ou le nitrate d'ammonium, sont directement issus du gaz naturel. Pas de gaz, pas d'engrais, c'est aussi simple que ça. Or, pour l'Europe, le gaz est devenu un casse-tête insoluble. Pourquoi? Parce que 20% du gaz naturel liquéfié mondial et environ 40% du commerce international d'engrais azotés transitent par des routes devenues aujourd'hui impraticables, comme le détroit d'Ormuz. La moindre perturbation dans cette région, conflit, blocus, attaque de navires, et c'est toute la chaîne logistique de l'Europe qui s'arrête. Remplacer ces volumes est physiquement impossible à court terme. Il n'y a pas assez de terminaux, pas assez de méthaniers, pas assez de capacité. Résultat, sur les marchés européens, le prix du gaz s'est envolé à plus de 800 $ pour 1000 mètres cubes,
un niveau jamais vu. Pour l'industrie européenne de l'engrais, c'est un coup de massue. Yara, le géant norvégien, a annoncé une réduction de sa production de plus de 6%. BASF, le mastodonte allemand de la chimie, a carrément arrêté son immense complexe de Ludwigshafen, symbole de toute la puissance industrielle allemande. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de gaz sur Terre. C'est parce qu'à ces prix-là, il est tout simplement impossible d'être compétitif. Si même ces géants, avec des dizaines de milliers d'employés et des départements entiers dédiés à la logistique, n'y arrivent plus. Imaginez un agriculteur estonien, ou français, ou allemand. Pas de services juridiques, pas de réserves, pas de négociateurs internationaux. Juste un homme face à la flambée des prix. Résultat ? Beaucoup jettent l'éponge ou basculent dans la précarité. Mais alors, pourquoi l'Europe ne va-t-elle pas simplement acheter ailleurs ? Théoriquement, il y a des alternatives. La Russie ou la Biélorussie comptent parmi les plus gros producteurs mondiaux de gaz et d'engrais. Mais là aussi, l'Europe s'est elle-même enfermée. Sanctions, droits de douane, fermeture de pipeline. Les solutions existent, juste sous nos pieds, ou à portée de main, mais on préfère les ignorer pour des raisons politiques. 3 pipelines russes pourraient compenser la perte du gaz qatari, mais l'un a été saboté, l'autre n'est plus entretenu par choix, le troisième a été mis hors service par la Pologne. Ce qui est en jeu ici, c'est que tant que l'Europe reste dépendante de routes aussi vulnérables, chaque crise géopolitique se transforme en crise systémique pour notre agriculture. Et à chaque fois, c'est le même résultat. Les prix des engrais montent, la production locale s'arrête, les agriculteurs s'effondrent. Mais derrière ces blocages logistiques, il y a autre chose. Car en réalité, l'Europe n'est pas prisonnière du marché mondial. Elle a choisi, sciemment, de fermer toutes les alternatives. C'est ce choix politique qui va nous mener tout droit à la prochaine catastrophe. 3 portes de sortie existent, mais toutes sont verrouillées, et ce, par choix politique. C'est là le cœur du problème européen. Nous n'avons pas été vaincus de l'extérieur. Nous nous sommes enfermés nous-mêmes en refusant d'utiliser nos propres clés. Regardons les faits. Aujourd'hui, 3 gazoducs pourraient relancer notre approvisionnement et faire baisser drastiquement le prix du gaz, donc des engrais. Nord Stream 1, Nord Stream 2 et Yamal Europe. Ces tubes, parfois endommagés, souvent simplement fermés, sont techniquement prêts ou réparables. Mais aucune discussion ouverte sur leur réactivation n'est tolérée. Pourquoi ? Parce que revenir en arrière serait reconnaître que la politique de rupture avec la Russie nous a menés dans une impasse. Parce qu'accepter le gaz russe, c'est trahir une posture idéologique affichée haut et fort depuis 4 ans. Résultat, même lorsque l'un des Nord Stream reste potentiellement fonctionnel, même si le Yamal pourrait être rouvert, tout cela est politiquement tabou. En Pologne, par exemple, le tronçon national du gazoduc Yamal a été tout simplement saisi. Le pays refuse toute restitution, même si cela prive tout le continent d'alternatives. Les infrastructures existent, le gaz pourrait circuler. Ce n'est pas un obstacle technique, mais une barrière politique. Même logique sur les engrais. La Russie et la Biélorussie, 2 des plus grands producteurs mondiaux, proposent toujours des matières premières à prix compétitifs. Potasse, azote, phosphore, tout ce qui manque cruellement à l'Europe. Les capacités de transport sont là, la logistique rodée. Il suffirait d'acheter. Mais là encore, l'Union européenne a imposé droits de douane et sanctions. Conséquence. Non seulement la porte est fermée, mais on a carrément changé la serrure pour que personne ne puisse l'ouvrir, même en cas d'urgence. La Hongrie, seule, a proposé une pause temporaire sur les droits de douane sur les engrais russes et biélorusses, histoire de sauver ses agriculteurs. Réponse de Bruxelles. Un silence assourdissant. Pas d'action, pas de débat, pas même un début d'autocritique. Officiellement, on entend la proposition, mais on ne fera rien. Pas parce que c'est impossible, mais parce que ce serait reconnaître une erreur. Ce qui est frappant, c'est que la solution est là, à portée de main. Les experts le disent, l'Europe pourrait rétablir ses importations et faire baisser les coûts à un niveau supportable pour ses agriculteurs. Mais l'idéologie prime sur la survie économique.
Ceux qui prennent ces décisions ne produisent ni engrais, ni blé. Ils ne connaissent que les logiques d'appareil et la peur de perdre la face. Finalement, l'Europe préfère sacrifier sa souveraineté alimentaire, ses exploitants agricoles et le portefeuille de ses citoyens, plutôt que d'admettre publiquement ses erreurs stratégiques. Et la dépendance à de nouveaux fournisseurs s'est révélée tout aussi risquée. L'alternative qatari a tourné court après la destruction de 20% des capacités de liquéfaction de gaz au Qatar. Même si le conflit au Proche-Orient venait à se calmer, même si les routes maritimes rouvraient, le gaz ne reviendra pas comme avant. L'infrastructure est détruite, il faudra des années pour la reconstruire. Résultat, les prix du gaz, et donc des engrais, resteront élevés pour longtemps. Et tant que la porte russe restera verrouillée de l'intérieur, aucune solution miracle ne viendra alléger la facture des producteurs européens. Ceux-ci, étranglés par les charges, n'arrivent plus à suivre. Leur production devient non rentable et beaucoup jettent l'éponge. Ce n'est pas une crise conjoncturelle ni une fatalité extérieure. C'est un enchaînement de choix, tous assumés. Fermer les yeux sur les solutions disponibles, c'est préparer sciemment l'effondrement de notre agriculture. L'Europe est en train de perdre une filière entière, méthodiquement, par orgueil politique. Mais alors, quelles conséquences concrètes ces choix vont-ils avoir sur notre nourriture, nos agriculteurs et le quotidien de chaque Européen? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Ce n'est pas du catastrophisme. L'arithmétique est implacable. Regardons les chiffres en face. Aujourd'hui, la flambée du prix des engrais n'est pas qu'une ligne sur la facture des exploitants. Ce n'est pas qu'une difficulté passagère qui va se résoudre d'elle-même. Derrière chaque hausse, il y a un effet domino. Moins d'engrais, c'est mathématique, c'est moins de rendement et une baisse de la qualité des récoltes. On ne parle pas seulement de quelques pourcents en moins. Parfois, c'est la moitié de la production qui est menacée. Et ça, c'est immédiat, dès la prochaine récolte. Prenons le blé, la base de notre alimentation. Sans assez d'engrais azotés, le taux de protéines chute. Résultat, la farine est de moindre qualité, le pain lève moins, la mie est plus fade, plus dense. Mais paradoxalement, il coûte plus cher. Parce que pour obtenir la même qualité de blé, il faudra en mélanger davantage, acheter chez des producteurs étrangers ou simplement accepter de payer un prix bien supérieur pour un produit moins bon. Cette logique ne s'arrête pas au pain. Elle touche toute la chaîne alimentaire. Le lait, la viande, les œufs. Quand les animaux mangent du fourrage de moindre qualité, la production de protéines baisse, la productivité chute, les coûts explosent. Mais ce n'est qu'un aspect de la crise. Car pendant que le prix des intrants explose, les frontières de l'Europe s'ouvrent en grand. D'un côté, on impose des normes et des charges croissantes aux agriculteurs européens. De l'autre, on signe des accords de libre-échange qui permettent l'arrivée massive de céréales, de viande, de soja sud-américain. Ces produits, issus de terres immenses, cultivés avec des coûts de production 2-3 fois inférieurs, arrivent sur le marché européen à des prix imbattables. Et ce n'est pas tout. L'Ukraine, déstabilisée, inonde aussi le marché avec son blé, son maïs, son huile de tournesol, ses produits laitiers à bas coût, autant de concurrents pour des fermiers qui, eux, voient tous leurs coûts partir à la hausse. Alors, imaginez la scène. Un agriculteur estonien, ou polonais, ou français, qui vient de payer sa tonne d'engrais à 800 €, qui a vu sa facture d'électricité doubler, qui a emprunté pour semer, labourer, récolter, et qui, au moment de vendre, se retrouve face à des produits importés, moins chers, auxquels il ne peut pas rivaliser. C'est la double peine. D'un côté, les dépenses explosent, de l'autre, les prix de vente s'effondrent à cause de la concurrence étrangère. C'est la fameuse tenaille des ciseaux économiques. Les coûts montent, les revenus tombent. Et le résultat, il est simple. Les faillites se multiplient, les fermes ferment, les jeunes désertent les campagnes, l'agriculture européenne s'effondre. Certains espèrent que les subventions de l'Union européenne viendront compenser. Mais soyons honnêtes, avec la crise de l'énergie, la guerre à l'Est et les nouvelles priorités stratégiques, cet argent risque fort d'être détourné vers l'armement ou d'autres postes jugés plus urgents par Bruxelles. L'agriculture n'est plus la priorité. Et pourtant, c'est elle qui tient notre assiette. Conséquence immédiate.
Nous allons tous payer plus cher pour manger, mais pas pour mieux manger. Au contraire, la qualité se dégrade. Les produits de notre terroir disparaissent peu à peu des rayons, remplacés par des importations standardisées, produites selon des règles bien moins strictes sur l'environnement ou le bien-être animal. C'est la souveraineté alimentaire européenne qui s'évapore. Ce n'est pas seulement une question de prix. C'est le contrôle de ce que nous mettons dans notre assiette qui nous échappe, la capacité à nourrir notre propre population avec des produits locaux, sûrs, qui s'effondrent sous nos yeux. Et ce processus est déjà en route, même si pour l'instant, dans les supermarchés, le prix du pain n'a pas encore explosé. On ne le sent pas encore pleinement, mais le choc est déjà amorcé, il avance, inéluctable, avec seulement un peu de retard. Comme une onde qui a déjà été lancée et qui va frapper, tôt ou tard, chaque foyer européen. Les conséquences dépassent même l'agriculture. C'est tout l'équilibre des zones rurales qui est menacé. Moins de fermes, c'est moins d'emplois locaux, moins de vie sociale, moins d'investissements. C'est une spirale de précarité qui s'annonce, avec une Europe rurale de plus en plus désertée, dépendante, vulnérable. Et le consommateur, lui, se retrouve captif. Face à la hausse des prix, il devra choisir entre payer plus cher ou se contenter d'une alimentation de moindre qualité dont il ne maîtrise plus ni l'origine ni les conditions de production. En résumé, la crise actuelle des engrais en Estonie n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est toute l'Europe qui s'expose à la disparition de son agriculture, à la perte de son indépendance alimentaire et à un appauvrissement généralisé de ses citoyens. Une fois le processus enclenché, il sera difficile de revenir en arrière. La question qui se pose alors est simple. L'Europe peut-elle encore éviter ce scénario ou est-elle déjà prisonnière de ses choix? Derrière chaque crise, une décision et derrière chaque choix, une alternative sacrifiée. Prenons le temps de décortiquer cette matriochka des décisions, de remonter patiemment chaque couche pour comprendre comment l'agriculture européenne s'est retrouvée piégée. Car il n'y a pas de fatalité. À chaque étape, d'autres chemins étaient possibles. Commençons par les sanctions contre la Russie, présentées comme un acte de fermeté et d'indépendance. On pensait ainsi affaiblir un fournisseur jugé dangereux, garantir la sécurité énergétique et alimentaire de l'Europe. Mais en réalité, qui est le plus protégé? Pas nos agriculteurs. C'est la Russie qui, loin d'être paralysée, a su anticiper et s'adapter. Pendant que Bruxelles fermait ses marchés et explosait ses coûts, Moscou ouvrait de nouvelles routes, renforçait ses échanges avec l'Asie, la Turquie, l'Amérique latine. Les engrais russes ne traversent pas l'Europe? Qu'importe. Ils arrivent désormais en Chine, en Inde, au Brésil, pendant que nos fermes perdent le prix fort ou ferment boutique. Deuxième couche, le gaz. 3 gazoducs russes pouvaient alimenter l'Europe, garantir de l'énergie abordable aux usines d'engrais et aux producteurs. Un a été saboté, un autre reste inutilisé, le troisième a été confisqué. Résultat, explosion des coûts, arrêt de la production, dépendance accrue à un marché mondial ultra concurrentiel où, devinez quoi, l'Europe n'a pas la priorité. Là encore, le choix n'était pas inévitable. On aurait pu réparer les infrastructures, négocier des exceptions, diversifier sans rompre. Mais il fallait montrer sa fermeté, quitte à se tirer une balle dans le pied. Troisième couche, l'ouverture des frontières à des importations agricoles à bas prix. Sous prétexte de solidarité ou de marché libre, Bruxelles signe un accord Mercosur, allège les contrôles sur les céréales ukrainiennes, laisse arriver du blé brésilien bon marché. Résultat, le ciseau se referme. Les coûts de production explosent, les revenus s'effondrent, la concurrence est déloyale. Et là encore, la décision de protéger la production locale, d'imposer des quotas ou des normes identiques à tous, était sur la table. Mais non. Place à l'idéologie, au grand marché, même si nos agriculteurs n'ont plus d'acheteurs. Quatrième couche, les subventions. On présente des enveloppes de centaines de millions, censées soutenir le secteur. Mais à quoi bon une subvention quand le prix de l'engrais grimpe à 700 € la tonne, quand le marché est saturé d'imports, quand l'énergie est inaccessible? Même ces aides sont fragiles. Demain, elles pourraient être détournées vers la défense,
vers d'autres priorités jugées plus urgentes. Pouce ou canon, beurre ou fusil. Ce n'est plus une métaphore, c'est la réalité de l'Europe 2024. À chaque fois, le même dilemme, sauver la face ou sauver le pain. À chaque fois, la politique a eu la priorité sur la survie économique. Ce n'est pas de l'incompétence, ce serait trop simple. Non, c'est un choix assumé, une obstination idéologique. Reconnaître l'erreur, c'est risquer la disgrâce politique, avouer que des milliards ont été jetés par la fenêtre, que des chaînes entières de valeur ont été sacrifiées en vain. C'est, pour ceux qui ont fait carrière sur ces décisions, un risque inacceptable. Pourtant, la solution existe. Il suffirait de lever certaines sanctions ou même de les assouplir intelligemment. De réparer ce qui peut l'être, les pipelines, les réseaux, les accords commerciaux. D'acheter là où c'est encore possible, de diversifier sans auto-saboter la filière. Mais le prix politique à payer, l'aveu d'un échec, la peur de perdre la face, fait reculer plus sûrement que la menace de la ruine ou de la faim. Ce sont ces choix, empilés couche après couche, qui construisent aujourd'hui la crise. Pas la fatalité, pas la malchance. Un refus de changer de cap, même face à l'évidence. Chaque jour, de nouveaux agriculteurs disparaissent. Chaque semaine, la nourriture devient plus chère. Chaque mois, l'Europe perd un peu plus sa souveraineté alimentaire. L'avenir du secteur agricole et la vie quotidienne de millions d'Européens sont suspendus à cette obstination. La vraie question, la seule qui compte, jusqu'où ira-t-on avant de changer de voie? Alors, imaginons un instant. Si nous étions à la place de Bruxelles, que choisirions-nous? Sauver la face ou sauver le pain? Devant la porte fermée, qui paiera l'addition, le citoyen ou le politique? C'est la question brutale, mais inévitable, à laquelle nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Car à chaque étape de cette crise, à chaque hausse du prix de l'engrais, de l'énergie, à chaque fermeture de ferme, ce ne sont pas simplement des chiffres abstraits ou des courbes sur un graphique. Ce sont nos revenus, notre sécurité, notre dignité qui sont en jeu. Et, face à la facture qui s'alourdit, il y a un choix fondamental à faire. Continuer à croire que ces sacrifices sont le prix de principes supérieurs, ou admettre que la réalité, elle, ne se nourrit pas d'idéologie. Regardons la vérité en face. Ce n'est pas une fatalité, ni une simple tempête passagère. Ce que vit aujourd'hui l'Estonie, c'est le miroir tendu à toute l'Europe. Un miroir qui renvoie l'image de décisions politiques prises loin des champs, loin des silos, loin de celles et ceux qui, chaque matin, se lèvent pour nourrir le continent. Des décisions prises par des gens qui, bien souvent, n'ont jamais eu à calculer si leur récolte couvrirait le prix d'un sac d'engrais à 700 €. Par des gens qui n'ont jamais senti la pression de devoir choisir entre semer ou tout abandonner. À chaque verrou posé sur cette porte, que ce soit une sanction sur les engrais russes, un gazoduc détruit ou laissé à l'abandon, des routes commerciales fermées ou des accords de libre-échange signés sans filet de sécurité, c'est le même scénario qui se répète. À chaque couche de cette crise, c'est encore et toujours le même agriculteur, la même famille, la même économie rurale qui paie les pots cassés. Et, inévitablement, ce coût finit par nous revenir, à nous tous, dans le panier de courses, sur la facture d'électricité, dans la rareté de certains produits et, pour beaucoup, dans la précarité grandissante. Ce choix, il n'est plus seulement celui des institutions ou des gouvernements. Il est devenu un choix citoyen, car les conséquences de ces politiques ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Estonie, ni même de la Pologne, de la France ou de l'Allemagne. Elles frappent partout, dans chaque village, chaque ville. Elles s'invinent chez vous, dans votre assiette, sur votre ticket de caisse. La souveraineté alimentaire, ce n'est pas un slogan, c'est une ligne de vie. Une société qui abandonne sa production agricole, qui dépend toujours plus de l'extérieur, surtout dans un monde aussi instable, c'est une société qui se fragilise, qui perd le contrôle de sa destinée. Certains diront qu'il est facile de critiquer, qu'il faut rester ferme sur les principes, que l'Europe doit tenir tête quoi qu'il en coûte. Mais à mesure que les fermes ferment, que les prix grimpent, que le tissu rural se délite, il faudra bien un jour répondre à cette simple question. Pour qui agissons-nous? Pour quel avenir?
La rigidité idéologique peut-elle être plus précieuse que la sécurité alimentaire? Peut-on se permettre de sacrifier des générations entières d'agriculteurs sur l'autel de la posture politique? Et, surtout, que reste-t-il d'une Europe qui aurait perdu la capacité de se nourrir elle-même? Rien de tout cela n'était inévitable. À chaque étape, il existait des alternatives. Personne n'a forcé Bruxelles à interdire les engrais russes. Personne n'a imposé la fermeture des vannes du gaz, ni l'abandon de ses propres capacités industrielles. Personne n'obligeait l'Union à ouvrir grand les portes aux produits agricoles venus de continents où les règles sont bien moins strictes, laissant nos agriculteurs européens seuls face à une concurrence déloyale. Ce sont des choix. Et, pour la première fois depuis des décennies, l'Europe doit se demander jusqu'où elle veut aller dans cette logique d'automutilation. Il y a pourtant des solutions. Lever les sanctions sur les engrais, réparer les infrastructures énergétiques, repenser les accords commerciaux pour protéger les producteurs locaux, investir massivement dans la souveraineté agricole. Mais pour cela, il faudrait reconnaître que, depuis 4 ans, la priorité a été donnée à l'idéologie plutôt qu'au pragmatisme. Que le mythe de l'autosuffisance morale n'a pas tenu face à la réalité matérielle. Et cette reconnaissance, pour beaucoup de dirigeants, est plus douloureuse que de voir des milliers de fermes mettre la clé sous la porte. L'histoire retiendra que l'Europe, à ce carrefour, a eu le choix. Continuer à s'enfermer dans ses principes, quitte à affamer ses propres citoyens, ou bien réouvrir les portes, renouer avec la réalité, écouter ceux qui, sur le terrain, savent ce que signifie cultiver, élever, nourrir. L'histoire jugera si nous avons eu la lucidité et le courage de changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. Alors, qui paiera l'addition? Si rien ne change, ce sera nous tous, chaque famille, chaque enfant. Mais il n'est pas encore trop tard pour exiger un autre choix. Ce débat n'est pas clos. Il ne fait que commencer. Car derrière la crise des engrais se cache la question fondamentale de notre avenir collectif. À chacun désormais de choisir de regarder la réalité en face, ou de continuer à payer les conséquences du déni.